Ce petit morceau de clé de lecture que nous venons peut-être de découvrir nous oblige à reprendre la disparition de Georges Perec avec un œil neuf, en cherchant non plus le fil de l'intrigue, mais peut-être plutôt des signes, des indices, des clins d'œil de l'auteur. L'avant-propos débute par l'expression « trois cardinaux ». En première lecture, nous y avons vu trois hommes d'église, interprétation renforcée par le rabbin qui les suit immédiatement. Mais maintenant qu'il s'agit de chercher des signes, au risque de la surinterprétation, trois cardinaux pourraient être trois points cardinaux. Ce qui pourrait nous entraîner dans un monde où la rose des vents ne marquerait que trois directions. L'une d'elles aurait disparu. Laquelle, je vous laisse deviner. J'ajoute qu'un monde dans lequel une des quatre directions serait interdite est un demi-monde où toute une série de nos actions quotidiennes oblige à d'étranges cheminements. Nous voilà donc plongés, dès les deux premiers mots, dans une fiction dont on se dit qu'on n'en verra jamais le bout. Mais nous avons maintenant une nouvelle méthode de lecture. Il s'agit de chercher un signe plutôt que le fil du récit. Un signe, un mot, un nom. Et je retrouve ce passage de Perec, page 42. L'on voudrait un mot, un nom. L'on voudrait rugir, voilà la solution. Voilà d'où naquit mon tracas. L'on voudrait saisir un point initial, mais tout a l'air si flou, si lointain. Je reprends donc ce passage que je trouvais pénible tout à l'heure et qui avait failli me faire abandonner totalement le roman. J'étais alors en lecture automatique et je cherchais désespérément le fil du roman. Ici maintenant, je cherche un signe. Ce pourrait être le mot sphinx. Au mot sphinx, Wikipédia me renvoie à l'animal mythologique, ce qui correspond bien à la situation décrite par Perec tout à l'heure. À la lecture de l'article, un nouveau mot en relation directe avec l'énigme de Perec s'impose. Oedipe. Ce O majuscule, ce machin dans l'eau. Ça a dû plaire au père Perec. Oedipe, c'est ce personnage mythologique, maudit, dont le destin est de tuer son père et d'épouser sa mère. Très jeune, il décide de fuir cette fatalité en prenant la route. Un jour, il trouve en travers du chemin le sphinx ou la sphinge selon les versions, qui lui impose de résoudre la plus célèbre énigme de l'histoire de la littérature s'il veut passer. Quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes le midi et 3 jambes le soir? Oedipe trouva la solution. Il s'agissait de l'homme. De fait, lorsqu'il est enfant, il a 4 jambes, car il se déplace à 4 pattes. Adulte, il marche sur 2 jambes. Quand il est vieux, il a 3 jambes lorsqu'il s'appuie sur son bâton. Je reprends donc avec ces nouveaux yeux, avec ces nouvelles références, le passage qui tout à l'heure m'avait tant déplu. Un jour, il imagina tout un roman. Il y aurait dans un pays lointain un garçon, un bambin du nom d'Aignan. Donc Oedipe est devenu Aignan. Pas mal. Il aurait 5 ans. Encore cette référence au 5 qui revient de nombreuses fois dans le roman, trop pour être une simple coïncidence, il faudra bien résoudre cette énigme-là aussi. Un jour, sa nounou lui disait « Jadis, tu avais ici 25 cousins. » Ils sont donc 26 en tout, ce 26 qu'on a déjà trouvé plusieurs fois aussi dans le roman, les 26 magistrats qui se font guillotiner à Nancy dès la première page, et d'autres endroits encore. Il faudra aussi éclairer ce que ce 26 veut dire. Est-ce que c'est un nombre mythologique ou autre? En tout cas, nous tenons là peut-être aussi une autre piste. Mais un à un, ils ont tous disparu. L'on n'a jamais su pourquoi. Aujourd'hui, tu dois partir à ton tour, sinon nous allons tous à la mort. Le destin. Alors Aignan fuyait. Au sortir d'un layon, un sphinx assaillait Aignan. Voilà, dit l'hallucinant animal, un parfait sandwich pour mon fricot. Ça faisait un laps qu'on n'avait plus vu un niard aussi dodu sous nos climats. Oh là, sphinx, oh là, fit Aignan qui connaissait Lacan mot à mot. Un instant, voyons, tu dois d'abord accomplir ton fatum. Mon fatum, fit surpris l'animal, à quoi bon? Tu fais du chichi? Nul n'a jamais su la solution. Il ajouta, pris d'un soupçon subit. La saurais-tu par hasard? Qui sait, dit Aignan, souriant d'un air coquin.
Tu as un air fanfaron qui nous plaît tout à fait, vilain avorton, poursuivit l'insinuant sphinx. Soyons donc fair-play. Ton ambition adoucira ta mort. Voici mon oral ultimatum. Il saisit un luth, prit son inspiration, puis s'accompagnant, chanta. Y a-t-il un animal qui ait un corps fait d'un rond pas tout à fait clos, finissant par un trait plutôt droit? Moi, cria alors Aignan. Fallait-il être aveugle pour ne pas lire ce qui crève maintenant les yeux? Cette énigme, transformée de manière magistrale et dont la solution est évidemment... Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je reprends. Eh bien, retour au chapitre 4. Un autre passage m'avait furieusement mis la puce à l'oreille. Juste après le passage de la lettre volée, Anton Voil écrit une mystérieuse lettre à ses amis qui se termine par ce post-scriptum non moins énigmatique. Portons 10 bons whisky à l'avocat Gouja qui fumait aux eaux. Portons 10 bons whisky à l'avocat Gouja qui fumait aux eaux. Voilà qui m'a immédiatement fait penser à ce merveilleux alexandrin. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Ce vers n'est pas seulement un merveilleux alexandrin, c'est aussi un pangramme. Il contient les 26 lettres de l'alphabet. Ah tiens, 26. Peut-être une piste de plus. Je reviendrai plus longuement sur les pangrammes et sur Pérec et les pangrammes dans une prochaine intervention. Quant à notre portons 10 bons whisky à l'avocat Gouja qui fumait aux eaux, vous comprendrez que je ne puisse pas en dire plus sans ravir au lisant subtil tout plaisir. Dire seulement qu'une fois de plus, on se demande s'il s'agit de nourrir le fil et l'intrigue, ou bien de faire un clin d'œil au lecteur. Les amis d'Anton iront successivement aux eaux pour y chercher un avocat fumant, et en plus ils en trouveront un. Puis à Longchamp pour y voir courir un cheval du nom de Whisky 10. Autant de fausses pistes pour nos héros. Pour le lecteur, Pérec s'amuse, nous tirons tous la langue. Heureusement que parfois quelqu'un nous prend un peu par la main pour nous aider à lire. Merci ici à Marc Parère dont le travail sur Lire la disparition est arrangé définitivement dans la catégorie poésie lui aussi. Pour terminer, allons jeter un coup d'œil sur la table des matières. Se pourrait-il que, comme dans le roman de Meurice, il y ait un clin d'œil et 6 chapitres correspondant aux 6 voyelles? Non, évidemment, il y a du coup 26 chapitres. Mais effectivement, rangés dans 6 parties, la 6e partie correspondant au 25e chapitre, je crois que nous tenons quelque chose. Mais, du coup, le 5e chapitre... Ah, effectivement, il n'y a pas de 5e chapitre, ni de 2e partie d'ailleurs. Une ligne blanche dans la table des matières. Mais dans le livre alors... Une page blanche géniale et poétique, devant laquelle on passe sans rien y voir, une fois, 2 fois, 10 fois, puis qu'on redécouvre comme une page de la plus grande poésie. Je vous l'avais promis. Voilà. On pourrait passer des heures dans ce roman et chaque fois y être nouvellement ébloui. J'en termine donc avec une nouvelle tentative désespérée d'Anton d'y voir plus clair par l'écriture. Voilà qu'il s'essaye au sonnet de manière magistrale, page 125. Vocalisation. A noir, un blanc. Hirou, U safran, au azur. Nous saurons aujourd'hui ta vocalisation. Ah, noir carcan poilu d'un scintillant morpion qui bombinait autour d'un nid d'oral impur, caps obscurs qui, cristal du brouillard ou du camp, harpon du fjordotin, roi blanc, frisson d'anis, carmin sans vomi riant ainsi qu'un lys dans un courroux ou dans un alcool mortifiant. Scintillation, rond divin du flot marin, paix du pâtis tissu d'animaux, paix du fin sillon qu'un fol savoir aux grands fronts imprima. Finitif clairon aux accords déguisoires, soupirs ahurissants, nadir ou nirvana.
l'Omicron, rayon violin dans son voir. Arthur Rimbaud, Georges Perec. C'est donc sur ce dernier éblouissement que je vous laisse. Rentrez maintenant dans la disparition par vos propres moyens. La prochaine fois, je vous parlerai de mes propres travaux de poétaillon, de mes contraintes préférées, de mes recherches en cours et de mes aboutissements. Amis de la poésie et des mathématiques, à bientôt.